Bien, bonsoir à tous. Je suis infiniment heureuse d'accueillir aujourd'hui pour cette troisième séance du séminaire le professeur Jon Elster, titulaire de la chaire Rationalité et Sciences sociales, qui me fait l'honneur et l'amitié d'être là aujourd'hui alors qu'il enseigne en ce moment même à l'Université Columbia de New York. Bon, je n'ai pas l'intention, vous imaginez bien, de songer à présenter Jon, que chacun de vous connaît et admire depuis de nombreuses années. Qu'il me suffise simplement de rappeler tout ce que nous devons à Jon pour avoir mis à l'épreuve, évidemment, la théorie du choix rationnel, en examinant notamment les rapports entre les préférences individuelles, le phénomène d'autocontrainte individuelle ou constitutionnelle, toute la place qu'il a faite aux émotions, une lecture qu'il a souvent menée en s'inspirant, je crois que quelque chose me dit que nous allons encore avoir l'occasion de le vérifier aujourd'hui, en s'inspirant des moralistes français, et à la manière dont elles interviennent aussi dans la prise de décision. Jon s'est beaucoup penché aussi, vous le savez, sur l'allocation des biens rares. Je vous renvoie en particulier à ces deux ouvrages sur le désintéressement, sur l'irrationalité, et bien sûr aussi sur la justice transitionnelle ou encore sur l'écriture des constitutions. Je crois savoir, c'est encore une étude comparative de cette nature qui l'occupe beaucoup en ce moment. Mais il est aussi l'un de ceux qui ont vraiment introduit aux idées force de ce qu'on appelle désormais le courant de la démocratie délibérative, et l'impact non seulement de ces livres, mais de ce texte majeur qui date de 1986, le marché et le forum, trois variétés de théorie politique, continue d'être pour tous les démocrates délibératifs le texte de référence. Autant dire que je suis très impatiente, comme vous l'êtes tous, je le sais, d'entendre ce que Jon a à nous dire sur le sujet qui est au cœur de nos analyses cette année, la vérité en politique. Mon cher Jon, avant de te laisser la parole, une fois encore, un immense merci à toi d'avoir bien voulu accepter mon invitation. Merci Claudine et mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir d'être de retour ici. Ça fait 6 ans, je pense, que j'ai cessé mon enseignement au collège. Je crains que mon français ne soit peut-être un peu plus rouillé qu'il était vers la fin, mais comme je m'appuierai sur des PowerPoint, le problème n'est pas excessif. Je vais me pencher aujourd'hui sur les 3 questions suivantes. La vérité en politique existe-t-elle? Si oui, est-elle connaissable? Si oui, peut-elle avoir une efficacité causale? Je parlerai assez rapidement de la 3e question, de manière un peu pour provoquer, comme vous le verrez. Il s'agit évidemment de questions qu'on se pose depuis la nuit des temps. Je ne prétends pas y apporter des solutions, mais seulement vous proposer un certain nombre de textes à noter. La première question peut aussi se formuler ainsi. Existe-t-il un fact of the matter? En français, peut-être une factualité, en vertu de laquelle une proposition, si vraie, est vraie, et si fausse, est fausse. Il existe bien sûr d'autres conceptions de la vérité, mais je limite à cette conception de la vérité comme correspondance aux faits. Même si je vais parler tout à l'heure d'un critère de cohérence, celui-ci permet seulement d'affirmer des propositions conditionnelles, dans ce sens que je vais expliquer, tandis que la vérité, elle, est inconditionnelle. Parmi les faits, il convient de distinguer entre faits bruts, comme la culpabilité d'un accusé, des faits causaux, comme le lien entre l'action humaine et le réchauffement climatique, et des faits moraux s'il y en a. On demande souvent au jury, par exemple, de se prononcer à la fois sur la culpabilité de l'accusé et, s'il est jugé coupable,
sur la sentence à lui infliger. Comme je viens de le dire, pour la culpabilité, il y a un fact of the matter. Ou bien l'accusé a commis l'acte dont on l'accuse, ou bien il ne l'a pas commis. Pour la sentence, il n'en va pas de même. Tout au plus peut-on demander que la sentence ait sa place dans un système rationnel de peine, de sorte que, par exemple, le vol d'une grande somme d'argent soit puni plus sévèrement que le vol d'une petite somme, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est évidemment la catégorie des faits moraux qui fait problème. Il existe sans doute des propositions morales indubitables, comme celle qui interdit à toute personne de torturer une autre personne pour son seul plaisir. Or, l'affirmation du caractère indubitable de cette pratique me semble reposer sur une intuition morale plutôt que sur le constat d'un fait. En ce qui concerne les propositions de philosophie politique normative, je ne pense pas qu'il en existe qui soient indubitables. Prenons par exemple la proposition suivante. C'est un fait moral que l'état social A est préférable à l'état social B si au moins une personne est favorisée en A par rapport à B et aucune personne n'est défavorisée. Or, en la réflexion, cette idée n'a rien d'indubitable. Pour certains, le fait même que X soit favorisé et que Y ne le soit pas constitue une situation défavorisée pour ce dernier. Ce n'est qu'un exemple, évidemment. Pourtant, dira-t-on, s'il n'existe pas de faits moraux, comment comprendre le fait indubitable de l'argumentation morale? À mon sens, il s'agit le plus souvent d'arguments ad hominem, non pas dans le sens péjoratif de tous les jours, mais dans le sens que lui donnait John Locke, presser un homme par les conséquences qui découlent de ses propres principes ou de ce qu'il accorde lui-même, et j'y ajouterai, ou qui découlent de ses propres actions. Dans leur traité sur l'argumentation, Chaim Perlman et Lucy Albrecht-Tuteca offrent plusieurs exemples de tels arguments conditionnels qui ont la forme suivante. Si vous admettez par vos mots ou par vos actions la légitimité du comportement A, vous êtes obligé, sous peine de vous contredire, d'accepter celle du comportement symétrique B. Soit il faut accepter les deux, soit rejeter les deux. Voilà un texte de leur livre. Parmi les exemples d'arguments qu'Aristote considérait déjà comme tirés des relations réciproques, nous trouvons celui du publicain Diomède, disant au sujet des impôts « Si les ventres n'est pas honteux pour vous, les acheter ne l'est pas non plus pour nous. » Quintilien, continue-t-il, fournit comme exemple du même genre de proposition qui se confirme mutuellement. Ce qu'il est honorable d'apprendre, il est honorable aussi de l'enseigner. Et par un raisonnement de même nature, la Bruyère condamne les chrétiens qui assistent au spectacle, puisque les comédiens sont damnés pour donner ces mêmes spectacles. Nous retrouvons les comédiens dans la compagnie des bourreaux et des juifs dans un discours célèbre du comte de Clermont-Tonnerre le 23 décembre, je crois, 1689. Sur les bourreaux. Ce que la loi ordonne, eh bien, la loi ordonne la mort du coupable, l'exécuteur, c'est-à-dire le bourreau, n'obéit qu'à la loi, il est contre la justice que la loi lui inflige une punition légale, il est contre la raison qu'elle lui dise « fais cela, et si tu le fais, tu seras infâme ». Sur les comédiens, donc l'exemple même de Bruyère, il est inconséquent et barbare que l'on dise à des hommes « vous êtes les comédiens du roi, vous occupez le théâtre de la nation, et nous vous déclarons infâmes ». Il n'y a sur cette manière qu'un principe à suivre, il faut ou les proscrire ou les soustraire à l'infamie. Rien d'infâme ne doit subsister au-dessus de la loi, et rien de ce que la loi permet n'est infâme. Et comme il le dit lui-même, ce sont simplement des remarques introductoires avant d'en arriver au même sujet, au sujet principal du discours, les Juifs. Il n'y a pas de milieu possible, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou bien accepter A et B, ou bien rejeter les deux. Ou admettez une religion nationale, soumettez-lui toutes vos lois, armez-la du glaive temporel, écartez de votre société les hommes qui professent notre culte, et alors effacez l'article de votre Déclaration des droits, qui garantit
la liberté de religion, ou bien permettre à chacun d'avoir son opinion religieuse et n'excluait pas des fonctions publiques ceux qui usent de cette permission. Donc, ayant adopté l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les constituants ne pouvaient pas ne pas déclarer la pleine citoyenneté des Juifs. Donc, c'était une question de cohérence plutôt que de correspondant aux faits. Je vais pourtant vous indiquer une exception intéressante au principe des relations réciproques qu'invoqua Aristote dans la rhétorique. Il s'agit dans certains pays de l'asymétrie entre vendeurs et acheteurs de services sexuels. En Norvège et en Suède, l'achat de services sexuels est punissable d'amende ou de prison jusqu'à 6 mois. En France, seules les amendes sont imposées aux acheteurs. Mais dans tous ces pays, le vendeur ou la vendeuse n'encourt aucune punition. Au Danemark, seul l'achat de services sexuels aux personnes de moins de 18 ans est interdit. Dans certains pays, la situation des prostituées d'avant 1945 semble avoir été celle des comédiens français d'avant 1789. La vente des services sexuels était illégale, mais non l'achat. Les lois récentes reposent, je pense, sur le principe que dans beaucoup de cas, les personnes prostituées agissent sous la coercition de bandes criminelles organisées. Ainsi, le principe aristotélicien ne s'applique qu'aux transactions volontaires. Et pour spéculer un peu, dans les pays où certains services publics ne s'obtiennent que par la corruption, on pourrait imaginer les lois punissant le fonctionnaire corrompu, mais non le corrompeur. À ma connaissance, ce n'est le cas nulle part, pour des raisons qu'on devine facilement. Les arguments conditionnels reposent parfois sur une analogie, plutôt que, comme dans le cas que je viens de citer, la réciprocité des relations. L'interruption volontaire de grossesse offre un exemple contemporain. Souvent, les opposants et les partisans de cette pratique se servent de principes inconditionnels pour appuyer leur position, les uns invoquant le droit du fœtus à la vie et les autres le droit de la femme de disposer de son corps. Dans mon expérience, ces arguments ne convainquent jamais l'autre personne car ils n'ont pas de prise sur l'adversaire. Il n'y a pas de terrain commun. Mais dans un article classique, traduit en français, facilement trouvable sur l'Internet, Judith Jarvis Thomson a proposé une défense par analogie de l'interruption volontaire de grossesse, non pour défendre cette pratique en général, mais dans le cas d'une grossesse induite par un viol. Son argument satisfait aux critères que négligent souvent les raisonnements par analogie, à savoir qu'il faut démontrer la non-pertinence morale de toutes les différences entre les deux pôles de l'analogie. Et comme je pense que c'est un exemple, une analyse modèle de du bon usage des analogies, je me permettrai de vous exposer un texte assez long, mais néanmoins, je pense, assez suggestif ou plus convaincant. Vous vous réveillez un matin et vous vous trouvez dos à dos dans votre lit avec un violoniste inconscient célèbre. On a diagnostiqué sur lui une maladie rénale fœtale et la Société des Amis de la Musique a exploité toutes les données médicales disponibles et a trouvé que vous êtes le seul à posséder le type sanguin adéquat pour le sauver. Ils vous ont donc kidnappé et l'année dernière, le système de drainage du violoniste a été relié au vôtre de manière à ce que vos reins puissent être utilisés pour extraire les poisons de son sang et du vôtre. Le directeur de l'hôpital s'adresse maintenant à vous en vous disant « Écoutez, nous sommes désolés que la Société des Amis de la Musique vous ait fait cela. Nous ne l'aurions jamais autorisé si nous avions été au courant. Mais maintenant c'est fait et le violoniste est branché sur vous. Vous débranchez, reviendrez à le tuer. Mais ce n'est pas très grave, cela ne durera que 9 mois. Il sera alors guéri de sa maladie et l'on pourra le débrancher sans danger. Peut-on moralement exiger de vous d'accepter cette situation? Il ne fait pas de doute que ce serait extrêmement gentil, vraiment délicat de votre part, mais devez-vous l'accepter?
Dans mon opinion, cette analogie est valable. Et la conclusion, c'est-à-dire la justification de l'IVG dans le cas du viol, l'est aussi si l'on accepte l'injustice du scénario décrit. Je fais la conjecture que l'intuition morale de la très grande majorité de la population le jugerait en effet injuste. En me limitant aux faits bruts et aux faits causaux, désormais, je passe maintenant à ma deuxième question. La vérité politique est-elle connaissable? Peut-on déterminer de manière efficace si une proposition politique est vraie ou fausse, ou du moins déterminer la probabilité qu'elle soit vraie? Dans certains cas, la réponse peut être positive dans l'abstrait, même si dans la situation concrète, la recherche de la vérité aurait des coûts directs ou des coûts d'opportunité prohibitifs. Même si la vérité politique, dans un cas donné, est connaissable, en principe, la connaissance peut s'acheter trop chèrement. Je vais vous citer un cas historique où l'effet des coûts d'opportunité s'est révélé d'une importance monumentale et durable, qui dure toujours. Il s'agit de l'adoption du règlement de vote lors du premier congrès continental des colonies américaines en septembre 1774, lorsqu'il fallait organiser la résistance contre la Grande-Bretagne. Les modes de sélection des délégués au congrès furent très divers. Au moins 5 délégations, et notamment celle de New York, devaient leur nomination à des procédures irrégulières ou à des assemblées autoproclamées. Le nombre de délégués dans chaque délégation fut laissé aux colonies sans aucun souci de proportionnalité ou de représentativité. Ainsi, l'État de New York avait 9 délégués, tandis que le Maryland, de population plus ou moins égale, en avait 4. L'État le plus populeux, la Virginie, avait envoyé moins de délégués que New York et la Pennsylvanie. La décision cruciale, la décision de procédure cruciale dont je vais vous parler, concerne le mode de vote dans le Congrès. Et il avait en effet 3 propositions sur la table. Vote par délégué, vote par État, chaque État ayant un vote, et vote pondéré par État, les poids étant déterminés par la population et la richesse. Chacun des modes avait des inconvénients. Le premier donnerait un avantage arbitraire et inéquitable aux États qui, par chance ou prévoyance, avaient envoyé des délégations plus importantes. Le deuxième donnerait un poids apparemment excessif aux petits États comme le Delaware ou le Rhode Island, qui avaient une population chacune égale à 10% de celle de la Virginie. Le troisième se heurtait à 2 problèmes formidables. Premièrement, comment établir un système de poids? Fallait-il compter le nombre de citoyens libres seulement ou également les esclaves? Si les derniers étaient comptés comme indicateurs de richesse, ne fallait-il pas aussi compter le commerce et la propriété foncière? Deuxièmement, et c'est le problème important pour mes propos, on fit observer l'impossibilité pratique au milieu de la guerre de recueillir des informations fiables sur les indicateurs. Il fallait décider, mais comment décider? Le 6 septembre, le Congrès adopta la résolution suivante, que je lis en français, résolut qu'en déterminant les questions dans son Congrès, chaque colonie ou province aura une voix. Je pense que c'est le masculin, n'est-ce pas? C'est un voix. Non, une voix. Non, dans le sens de vote, je pense que c'est masculin. Ah, un vote. Un vote. Un vote. Je pense qu'il y a un voix, non? Non, une voix. Oui, mais ma voix, quand je vous parle, c'est ma voix. Non, mais aussi. Mais j'ai fait une recherche dans le dictionnaire, je pense que c'est un voix dans le sens d'un vote, non? Il y a sûrement quelqu'un ici pour le googler. Bon, en tout cas, aura un vote. Le Congrès n'étant pas dans la possession d'eux, ou n'ayant pas à présent la capacité d'obtenir les matériaux nécessaires pour vérifier l'importance de chaque colonie. Comme cela a soulevé l'objection d'inégalité, on a fait une entrée dans le procès-verbal pour empêcher d'en faire un président. Même en supposant que les colonies eussent pu se mettre d'accord sur la manière d'établir les poids,
les coûts d'opportunité de la collecte des informations nécessaires auraient été prohibitifs. Dans la lutte contre les Anglais, il n'avait pas un moment à perdre. Cela dit, la décision eut des répercussions décisives sur le système politique américain. Lors de la Convention fédérale, 13 ans plus tard, 1787, les petits États insistèrent avec succès sur le principe un État, un bois, dans les décisions de l'Assemblée. Le précédent qu'on avait voulu éviter, comme vous le voyez, s'imposa. Ayant eu gain de cause dans leur lutte pour l'égalité dans les délibérations, ces mêmes petits États furent en mesure de faire voter aussi l'égalité de représentants dans la chambre haute de la future Assemblée législative. En cimentant la décision par l'article vraiment intolérable de l'article 5 de la Constitution, aucun État ne doit, sans son consentement, être privé de l'égalité de suffrage au Sénat. Donc ça ne va jamais se produire. Et aujourd'hui, les États de Wyoming et de la Californie, avec respectivement 500 000 à peu près et 25 millions d'habitants, ont 2 sénateurs chacun. Et des États représentant 12% de la population ont 60% des sénateurs, ce qui leur permet de bloquer toute initiative législative. Ça se passe tout le temps. Je me permets aussi de vous signaler, puisque c'est une question qui me préoccupe pour l'instant, comme l'a indiqué Clotilde tout à l'heure dans mes propres recherches, une sorte de curiosité, même si elle n'a rien à voir avec mon sujet. Personne ne sait comment fut prise la décision au 3e degré d'adopter la décision au 2e degré du vote par l'État dans les décisions du 1er degré. Dans ce cas, les options étaient ou bien vote par délégué, vote par État, chaque État ayant un vote, mais aucun historien américain n'en parle. Il est simplement le Congrès décida d'adopter, etc., sans nous expliquer comment cette décision de 3e ordre fut prise. Et les sources sont quasi muettes. Donc, peut-être d'ici un an ou deux, je trouverai la réponse, mais sans doute pas. Mais c'est intéressant qu'aucun historien ne pose même la question. Il dit simplement le Congrès adopta le principe d'un État, un vote. En passant maintenant, et pour peut-être pas le reste de l'exposé, mais pour une grande partie de l'exposé, à l'autre côté de l'Atlantique, considérons quelques aspects de l'opacité informationnelle de l'Ancien Régime français. Selon une biographie de Louis XIV, nul ne savait si la population de la France au XVIIe siècle s'élevait à 15, 20 ou 30 millions. Dans ces conditions, une politique saine de l'impôt et du recrutement militaire était évidemment impossible. Il y avait à cela une bonne raison. La population française avait une haine indéracinable contre les tentatives de dénombrement, qui étaient toujours interprétées, et souvent avec raison, comme le précurseur d'un nouvel impôt ou l'augmentation d'un ancien. La même haine couvrait, pour la même raison, les tentatives, toujours échouées, d'établissement de cadastres. De manière plus générale, les Français de l'Ancien Régime s'efforçaient toujours de cacher leurs possessions à l'œil du fisc. Dans un passage des Confessions, Rousseau nous raconte l'origine de sa haine des privilégiés dans sa rencontre avec un paysan qui, après quelques hésitations, lui avait servi à manger et à boire. Il me fit attendre qu'il cachait son vin à cause des aides, qu'il cachait son pain à cause de la taille, et qu'il serait un homme perdu si l'on pouvait se douter qu'il ne mourut pas de faim. Ce fut le germe de cette inextinguible qui se développa depuis dans mon cœur contre les vexations qu'éprouve le malheureux peuple et contre ses oppresseurs. On pourrait multiplier ces exemples par 1000. Comme dans ce cas, le plus souvent le contribuable cherchait à cacher ses savoirs. Mais parfois, comme l'explique Saint-Simon, le but était plutôt de cacher sa pauvreté. Et encore une fois, vous m'excuserez, vous me permettrez de vous donner une citation un peu longue, mais néanmoins assez pittoresque. Il réagit contre une proposition de rationaliser le système fiscal, une des innombrables
tentative échouée. Ces commissaires fiscaux travaillèrent donc avec assiduité et grand-peine à surmonter les difficultés qui se présentaient de toutes parts. Il fallait d'abord de chacun une confession de bonne foi, nette et précise de son bien, de ses dettes actives et passives, de la nature de tout cela. Il en fallait exiger des preuves certaines et trouver les moyens de n'y être pas trompé. Sur ces points roulèrent toutes les difficultés. On compta pour rien la désolation de l'impôt même dans une multitude d'hommes de tous les états si prodigieuse, et leur désespoir d'être forcés à révéler eux-mêmes le secret de leur famille, la turpitude d'un si grand nombre, le manque de biens suppliés par la réputation et le crédit, dont la cessation allait jeter dans une ruine inévitable, la discussion des facultés de chacun, la combustion des familles par ces cruelles manifestations et par cette l'emporter sur leurs parties les plus honteuses. En un mot, plus que le cousin germain de ces dénombrements impies, je pense que c'est une référence à l'Ancien Testament, qui ont toujours indigné le Créateur et appesanti sa main sur ceux qui les ont fait faire et presque toujours attiré d'éclatants châtiments. Dans une société, dans l'Ancien Régime, où les nobles vivaient sur crédit, en évitant de payer leurs dettes parce qu'on les croyait solvables, le manque de biens exposé au grand jour aurait pu être aussi désastreux comme l'aurait été pour le paysan de Rousseau l'étalage de son vin et de son pain de froment. Je passe maintenant à un autre registre de faits. Les dirigeants politiques cherchent toujours à savoir ce que pensent d'eux les citoyens de leur pays. C'est vrai aujourd'hui et ce fut vrai dans l'Ancien Régime. En supposant qu'il existe un fact of the matter dans ce domaine, ce qui n'est pas toujours évident, est-il connaissable? Dans l'Ancien Régime, une des fonctions du cabinet noir fut de porter à la connaissance du monarque ce que nous appelons aujourd'hui sa cote dans l'opinion publique. Olivier d'Ormesson rapporte dans ce journal de 1665 que M. de Turenne me vint voir, qui me dit d'une particularité considérable d'une lettre interceptée qui fut lue devant le roi, sur laquelle on marquait combien l'exil de Roquesante, à la suite du procès Fouquet, était mal reçu et passé pour une action et de violence et d'injustice. Et l'on parlait de la faveur de M. Colbert, qui était le maître et tout-puissant, que ces sortes de choses pouvaient faire connaître au roi la vérité que personne ne lui osait dire. Et un siècle plus tard, l'abbé de Véry, un des très grands personnages de l'Ancien Régime, pas suffisamment connu du grand public, tout en déplorant la pratique, y trouva aussi un aspect positif. Si c'est par cette voie, la perfidie de l'ouverture des lettres à la poste, que le roi a connu qu'on est peu content de lui, cela prouve que la poison a quelquefois son bon. Mais l'interception des lettres était un outil peu fiable et susceptible de manipulation. Dès que la pratique fut connue, les particuliers prirent soin de ne dire que des choses anodines, des riens, comme le dit Saint-Simon, dans les lettres qui passèrent par la poste royale. En voilà quelques exemples. En 1659, Colbert invite l'intendant d'Alsace à intercepter et à faire ouvrir les correspondances des jésuites de cette province pour connaître leurs sentiments sur l'administration française de leur pays. Donc une sorte de sondage d'opinion. Mais en 1719, l'avocat Barbier, l'avocat parisien Barbier, écrit dans un journal, les jésuites ne s'écrivent même aucune nouvelle d'une province à une autre parce que depuis longtemps, toutes leurs lettres sont décachetées. Et de manière cruciale, cela se savait. Et citant une lettre qui parle de Urgo comme d'un héros, M. Donny, qui préside à l'ouverture des lettres, n'en aura probablement pas donné connaissance au roi à cause des louanges données à M. Turgot, dont il n'aime pas les opérations. Il n'y a qu'une seule monographie sur le sujet de Vaillet, le cabinet noir. C'est écrit par un fonctionnaire de la Poste, donc il connaît très bien les rouages de la Poste. Il y a aussi beaucoup d'articles, mais une seule monographie à ma connaissance.
Et quand Madame de Sévigné se répand en louange à Louis XIV dans ses lettres, c'était sans doute, à mon avis, qu'elle voulait qu'il les lise. En d'autres cas, plus graves, on ouvrit l'enveloppe d'une lettre pour y insérer une autre qui incriminait soit le destinataire, soit l'envoyeur, en la recachetant ensuite. Et je pense qu'il y a un document important que je vais vous citer, des cahiers de doléances du tiers état de Nemours, écrit par Dupont de Nemours, qui était un proche collaborateur de Turgot. Et selon ce texte, la chute de Turgot fut due à une telle manipulation. Voici encore un texte un peu long, mais néanmoins, je pense qu'il vaut d'être cité. Il existe une commission, soi-disant secrète, donc c'est le cahier du tiers état de Nemours, connu de tout le monde, qui est autorisé à contrefaire les cachets, à ouvrir les lettres et à en faire des extraits, à les porter avec ou sans les originaux, comme il juge convenable, sous les yeux du roi et selon l'occasion du ministère. Ça, c'était une question cruciale. Est-ce que ça devait passer par le ministère, puisque dans le cas qu'on vient de citer, le ministre pourrait cacher au roi des lettres, par exemple, qui louait Turgot. Le roi a eu la plus grande répugnance pour cet établissement. Il a voulu le détruire. On lui a observé que cela se faisait depuis longtemps et dans toute l'Europe. On lui a persuadé que cela pouvait quelquefois être utile. Comme si on pouvait tirer aucune lumière des lettres lorsque ceux qui les écrivent savent qu'elles seront lues, et comme s'ils ne se servaient pas de cet usage même pour induire en erreur. À quoi cela serait donc à nuire à qui l'on veut dans l'esprit du roi? Les ennemis de cour établissent des correspondances simulées. Ils font passer à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, et même chez l'étranger, des lettres qui reviennent très régulièrement par la poste à Paris. Elles sont adressées à l'homme qu'on veut décrier, mais sous le couvert d'une tierce personne, comme pour plus de mystère, et afin qu'elle n'arrive jamais à celui auquel elle semble destinée. On imite son écriture et son style pour répondre, et on lui fait dire toutes les folies, toutes les absurdités, toutes les méchancetés que l'on trouve à propos de lui attribuer. Cela pourrait se faire même à l'insu de l'administration inquisitoriale, qui pourrait être trompée la première, mais quoi qu'il en soit, auprès d'un roi loyal, dont le noble cœur ne soupçonne pas la fraude, nul ministre ne peut résister à 6 mois de ce régime, et c'est ainsi que M. Turgot a été perdu. C'était la dernière chance de l'Ancien Régime, Turgot. Et c'est par cette fraude-là qu'il a été perdu, selon Dupont de Nemours, qui est un très proche collaborateur de Turgot. Donc il faut penser qu'il savait de quoi il parlait. Mais il vaut la peine, je pense, de signaler un paradoxe frappant que recèle ce texte. Si c'était de connaissance commune, common knowledge, que les lettres envoyées par la poste royale étaient interceptées lues, le roi lui-même ne pourrait pas ne pas savoir que cela se savait. Et dans ce cas, pourquoi attacherait-il de l'importance aux lettres qu'on lui montrait? Dupont de Nemours, en citant son noble cœur, l'accuse de naïveté, mais cette accusation elle-même n'est-elle pas soit naïve, soit hypocrite? Il y eut pourtant, dans l'Ancien Régime, un mode de communication plus efficace qui permit au roi de savoir ce que pensaient d'eux leurs sujets. Dans une phrase qu'emploie le libraire Hardy dans son journal, l'applaudissement ou le silence des foules lors du passage du roi ou d'un membre de la famille royale fut un baromètre, c'est son mot, par lequel ils pouvaient mesurer leur cote. Et dans le journal de Véry, on lit également la phrase suivante. Si la souveraineté soumet les rois à l'inconvénient de cette basse adulation de la part de leurs salanteurs, et ne les met pas à prix de l'improbation populaire. Vos peuples, disait un prédicateur à Louis XV, n'ont pas le droit de murmurer lorsqu'ils sont mécontents, mais ils ont le droit de se taire, et leur silence est la leçon des rois. Louis XV et la reine l'éprouvèrent hier, c'était le 8 février 1779, dans leur promenade au milieu de Paris. La politique qui avait ordonné de jeter au peuple 15 000 francs dans la vie de leur procurer des acclamations, n'a pas obtenu son but. Celles qui se sont fait entendre ont été rares et le principe a bien été reconnu.
bien être reconnu, était reconnu n'être pas celui de la bienveillance. Quand le cœur agite la foule, c'est-à-dire quand le cœur agite vraiment la foule, il se fait entendre d'une manière bien plus bruyante. Bon, je pense que l'analogie avec Trump n'est pas parfaite, mais elle est quand même amusante quand même. De nos jours, c'est l'importance numérique des foules plutôt que le volume de leur acclamation que recherchent les dirigeants. Le libraire Hardy signale aussi l'existence d'un autre baromètre, ou peut-être thermomètre. En 1744, il a été payé à la sacristie de Notre-Dame 6000 messes pour la guérison de Louis XV. En 1757, après l'attentat échoué de Damiens, le nombre des masses demandées ne s'était élevé qu'à 600. Dans la maladie actuelle, c'est-à-dire lorsqu'il mourait, il est tombé à 3. Donc c'est un thermomètre. Mais dans ce cas, évidemment, le score sur le thermomètre des messes ne parvint pas forcément à la connaissance du monarque, comme dans le silence, le cas du silence. Je reviens maintenant sur l'exemple du jury, au sens élargi, qui comprend aussi les assemblées politiques qui débattent d'une proposition factuelle, c'est-à-dire là où il y a un factor de matter. Supposons que chaque juré ou chaque membre de l'Assemblée se forme une opinion sur cette proposition dont on débat, oui ou non. S'il y a une majorité dans un sens ou dans l'autre, elle l'emporte. La question qui va me préoccuper maintenant est la suivante. Quelle est la fiabilité du vote majoritaire comme guide dans la recherche de la vérité? Je ne vais pas creuser le paradoxe de mon illustre compatriote qui fait dire au protagoniste d'un ennemi du peuple que la minorité a toujours raison, mais seulement résumer quelques aspects de l'état des recherches dans ce domaine. Et je commence par la contribution de Condorcet, dont je pense que vous avez déjà parlé dans ce séminaire. Dans le contexte présent, on peut ignorer, je pense, sa démonstration d'un cycle majoritaire dans lequel une majorité préfère l'option A à l'option B, une autre majorité préfère l'option B à l'option C, et une troisième majorité préfère l'option C à l'option A. Car dans les choix binaires, entre oui et non, ce problème ne saurait se poser. On pourrait bien sûr substituer la relation plus probable que à celle de préférer A dans l'exemple précédent et obtenir un cycle, mais selon un spécialiste de la théorie des choix sociales que j'ai consulté, il ne semble pas que ce cas de figure se soit posé. Par contre, ce qu'on appelle maintenant le théorème du jury de Condorcet est hautement pertinent. On suppose, qu'un groupe de personnes souhaite prendre une décision binaire, donc oui ou non, par une majorité de vote. 2, que l'un des résultats du vote soit correct, vrai, un factor de matter. Et 3, que la probabilité PI du juré I de voter pour la décision correcte soit A supérieure à 50% et B indépendamment de la même probabilité des autres jurés. Le théorème de Condorcet affirme que si l'on ajoute successivement de nouveaux membres au groupe, le vote majoritaire convergera vers l'opinion correcte ou vraie. Donc, pour accéder à la vérité, on doit compter, comme on le dit aujourd'hui, sur la sagesse des foules. Entrer dans le détail du théorème me mènerait trop loin. Mais je voudrais vous proposer, en remontant à Aristote et puis à Bentham, une faille du raisonnement de Condorcet. Et je commence par Aristote en contrastant les deux énonctions suivantes. Le système proposé par Platon, c'est la proposition d'avoir la communauté des femmes, je pense, offre encore un autre inconvénient, c'est qu'on porte très peu de sollicitude aux propriétés communes. Chacun songe vivement à ses intérêts particuliers et beaucoup moins aux intérêts généraux, si ce n'est en ce qui le touche personnellement. Quant au reste, on s'en repose très volontiers sur les soins d'autrui. C'est comme le service domestique qui souvent
et moins bien fait par un grand nombre de serviteurs. Puis, il y a le texte qu'on cite toujours comme le précurseur de la théorie de l'idée de la sagesse des foules. On peut admettre en effet que la majorité, dont chaque membre pris à part n'est pas un nombre remarquable, est cependant au-dessus des hommes supérieurs, sinon individuellement, du moins en masse, comme un repas à frais communs est plus splendide que le repas dont une personne seule fait la dépense. Dans cette multitude, chaque individu a sa part de vertu, de sagesse, et tous, en se ressemblant, forment, on peut dire, un seul homme, ayant des mains, des pieds, des sens innombrables, un moral et une intelligence, phronésis, intelligence pratique, phronésis, en proportion. Ainsi, la foule porte des jugements exquis sur les œuvres de musique, de poésie, celui-ci juge un point, celui-là un autre, et l'ensemble entier juge l'ensemble de l'ouvrage. Je suis très loin d'avoir une expertise aristotélésienne quelconque. Et je n'oserais certainement dire que les deux textes se contredisent. Mais je m'aventure néanmoins à affirmer que tandis que le deuxième texte, que vous avez devant vos yeux là, affirme nettement l'idée de la supériorité des foules, le premier affirme aussi nettement celle de leur infériorité. C'est que dans le premier texte, Aristote a saisi, et je pense qu'il est le premier à l'avoir fait, le problème du free rider, souvent traduit en français par passager clandestin ou cavalier seul. En anglais, il existe une expression proverbiale, What's everybody's business is nobody's business. Ce qui est l'affaire de tous n'est l'affaire de personne. Il s'agit en effet d'un dilemme du prisonnier dans lequel personne n'a une incitation à contribuer au bien commun, préférant, comme le dit Aristote, se reposer sur les soins d'autrui. Mais, Aristote ne le dit pas, mais c'est évident, comme autrui en fait autant, le bien commun souffre. Grosso modo, le second texte s'apparente par une parenté sans doute assez lointaine au théorème du jury de Condorcet. Par contraste, le premier texte anticipe une objection que fait Bentham à ce même théorème. Nous savons que Bentham avait connaissance du théorème du jury de Condorcet, puisqu'il se réfère ironiquement dans un ouvrage sur la réforme écossaise contestant la pratique des cours composés de juges multiples. Bentham souligne surtout le caractère profondément pernicieux de ce système, notamment pour sa tendance à diluer les responsabilités individuelles. Il se demande alors, lorsqu'il fut fondé en 1532, pourquoi le collège de justice accueillait-il une telle foule, ainsi que nous l'avons, une multitude de juges? Parce que la France était le modèle pour tout. Et en France, la justice était surchargée. Comment se fait-il qu'en France, la justice fut ainsi surchargée? Ce sinistre intérêt des juges, c'est-à-dire leur intérêt personnel, engendra la coutume. La coutume, le préjudice, et ce préjudice était si fort qu'il devint une sorte d'axiome en vertu duquel, si par exemple les fins de la justice ne parvenaient à être remplies, c'était faute de nombre suffisant de juges. Donc il fallait simplement augmenter le nombre de juges pour arriver à la bonne décision. Vous avez un livre sur ce jury de Condorcet, un volume in-quarto, contenant 400 pages bien remplies. Bentham était dans une correspondance très active avec les constituants français, certains constituants français, notamment Mirabeau par l'intermédiaire d'Étienne Dumont, et il se préoccupait beaucoup du nombre excessif, qu'il jugeait excessif, des députés à la constituante, 1200. Car, selon lui, le nombre même des députés réduirait l'incitation de chacun d'entre eux de participer et de bien s'informer. Et voilà deux textes exemplaires, je pense. L'exemple qui s'approche davantage d'une assemblée aussi nombreuse que la constituante est celui de la Chambre des communes d'Angleterre. Le nombre des membres est en apparente 550, mais jamais ce nombre ne s'est trouvé complet. Bien souvent, il n'égale pas même le nombre de 40 nécessaire pour atteindre le quorum. C'est que plus le nombre des votants est grand, moindre est le poids et la valeur de chaque vote, moindre en est le prix aux yeux du votant, moins il soucie d'en assurer la conformité au vrai but et même de le donner du tout. Dans un autre texte,
cite d'abord une affirmation hypothétique. Avec le nombre des membres s'accroît la chance de sagesse, autant de membres, autant de sources de lumière. Évidemment, c'est Condorcet qui est visé. Et il répond, la diminution que cette même cause amène dans la force des motifs nécessaires pour faire sortir ces lumières compense cet avantage. Donc c'est... Condorcet fut conscient, lui aussi, de la faiblesse délibérative des assemblées nombreuses. Or, pour lui, cette faiblesse était exogène. Quand on ajoute de nouveaux membres à l'Assemblée, on est forcé de gratter le fond du baril, en cherchant des individus de moins en moins compétents. Mais l'argument de Bentham me semble plus profond, plus important, plus général. Même en supposant que tous les citoyens sont de compétences égales, leur motif pour exercer cette compétence est dilué quand leur nombre augmente. La faiblesse est donc endogène. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure d'assimiler de telles situations au dilemme du prisonnier. Dans le cas du vote d'assemblée, le meilleur modèle est pourtant celui du jeu de la poule mouillée, qui est, semble-t-il, la traduction consacrée de The Game of Chicken. Car si nous supposons que la plupart des députés se désintéressent de leurs tâches, on peut inverser la proposition que j'ai mise en caractère gras. On peut inverser cette proposition que j'ai mise en caractère gras et affirmer que plus le nombre des votants est petit, plus grand est le poids et la valeur de chaque vote, plus grand en est le prix aux yeux du votant. Autrement dit, un député rationnel aurait un motif nécessaire pour faire sortir ces lumières si et seulement si la plupart des autres ne le font pas. L'intuition suggère, et on le prouve facilement, que cette situation est instable, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas un équilibre au sens de la théorie des jeux. Et je voudrais brièvement digresser sur ce point pour vous indiquer que ce problème affecte non seulement la recherche de la vérité en politique, mais également la recherche de la vérité en économie. Les économistes qui défendent l'efficacité informationnelle du marché arguent qu'un investisseur individuel ne saurait jamais être plus performant que la bourse, car celle-ci a déjà incorporé toutes les informations pertinentes. Vous connaissez peut-être la blague des deux économistes de Chicago, de l'Université de Chicago, qui se promènent dans la 57e rue de Hyde Park, quand l'un d'entre eux observe un billet de $50 sur le trottoir et se penche pour le ramasser. L'autre lui dit de se désister, car si le billet était non contrefait, quelqu'un l'aurait déjà ramassé. Mais le paradoxe est évident, car ce quelqu'un n'aurait-il pas fait le même raisonnement? Dans un article qui a fait date, Sanford Grossman et Joseph Stiglitz ont généralisé ce paradoxe. À la limite, quand il n'y a aucun bruit de fond, les prix du marché transmettent toute l'information et il n'y a aucune incitation à en acheter de l'information. Donc, le seul équilibre possible est un équilibre sans information. Or, si tout le monde est non informé, il est dans l'intérêt d'un individu de s'informer. Donc, il n'existe pas d'équilibre compétitif. Autrement dit, il est dans l'intérêt de l'individu de s'informer si et seulement si les autres ne le font pas. Fin de cette petite digression. Je passe maintenant à un autre paradoxe qui peut se présenter dans la recherche collective de la vérité. Je vais l'appeler le paradoxe de Poisson, puisque c'est ce mathématicien français qui l'a énoncé le premier en 1837. Il a été redécouvert plusieurs fois au XXe siècle et analysé sous les vocables de dilemme discursif et paradoxe doctrinal. Mais je vous cite d'abord Poisson. C'est une question de jury. Deux individus que j'appellerai Pierre et Paul sont accusés d'un vol. À la question si Pierre est coupable de vol, 4 jurés répondent oui, 3 autres oui, les 5 autres non. L'accusé déclaré capable à la majorité de 7 voix contre 5. À la question si Paul est coupable du même vol, les 4 premiers jurés répondent oui, les 3 autres qui avaient dit oui contre Pierre disent non contre Paul, les 5 derniers répondent oui.
Pierre est donc déclaré coupable à la majorité de 9 voix contre 3. On pose ensuite la question si le vol a été commis par plusieurs, qui entraîne, dans le cas de l'affirmative, une plus forte pénalité. Conséquemment, à leur vote précédent, les 4 premiers jurés répondent oui et les 8 autres qui ont jugé, ou Pierre ou Paul innocents, répondent non. La décision du jury, sans qu'il y ait aucune contradiction dans les votes des jurés, est donc que les 2 accusés sont coupables de vol, en même temps que le vol n'a pas été commis par plusieurs. Dans un autre cas, on peut envisager, c'était la première redécouverte du paradoxe en 1920 par le philosophe légal italien Vacca. On peut envisager 3 juges qui doivent se prononcer et sur les faits et sur la loi. Donc, comme vous le voyez, il y a 3 questions. L'accusé a-t-il fait X? Faire X est-il contraire à la loi? Et l'accusé est-il coupable? Et dans la constellation, vous voyez qu'il y a 3 juges qui concluent individuellement que l'accusé n'est pas coupable, mais si l'on prend l'opinion du banc, c'est-à-dire de l'ensemble des juges, sur les 2 premières questions, il y a des réponses positives, donc forcément une réponse positive à la dernière question également. C'est une aporie. Il n'y a aucune raison de penser que l'un ou l'autre mode d'agrégation des opinions individuelles soit plus soit préférable. Une petite remarque sur les questions. La première question est évidemment purement factuelle. Mais le statut de la seconde question, faire X est-il contraire à la loi, je m'excuse de la béquille là, coquille. La deuxième question, faire X est-il contraire à la loi, c'est plus ambigu. À mon avis, il s'agit d'une question normative, car l'interprétation de la loi est toujours, en fin de compte, une question de la cohérence de la réponse avec une jurisprudence préexistante ou avec certaines parties de celle-ci. Et sur ce point, ma position rejoint celle de Montaigne, qui est mon héros. Toutes choses se tiennent par quelques similitudes. Tout exemple cloche. Et la relation qui se tire de l'expérience est toujours défaillante et imparfaite. On joint toutefois les comparaisons par quelques bouts. Ainsi servent les lois et assortissent un sein à chacun de nos affaires par quelque interprétation détournée, contrainte et biaisée. Et dans mes propres écrits, je me suis inspiré de Montaigne pour formuler ce qu'on pourrait appeler la première loi de la pseudoscience, y compris les lois. Tout ressemble un peu à tout. Everything is a little bit like everything else. Un troisième exemple du paradoxe de Poisson est aussi un cas mixte, avec la double agrégation des opinions et des préférences. C'est un exemple très stylisé, mais néanmoins, je pense, instructif. Il s'agit de la situation tendue en août-septembre 1789, quand la Constituante débattit de la question si les assemblées législatives futures devaient avoir 2 chambres ou une seule. De manière très approximative, l'Assemblée comportait une gauche, un centre et une droite qu'on va supposer de taille égale. Alors, comme vous le voyez, la gauche et le centre partageaient la même fin: stabiliser la révolution, avec pourtant des opinions divergentes sur les moyens appropriés. La droite, qui poursuivait la politique du pire et partageait l'opinion du centre sur les moyens, cherchait à déstabiliser la révolution en votant pour un législateur monocaméral. Donc, en agrégeant séparément opinions et préférences, le bicaméralisme serait la solution. En agrégeant simplement les conclusions, ce serait le monocaméralisme. Et encore une fois, il n'y a pas de raison a priori pour que l'une ou l'autre procédure soit meilleure que l'autre. Il s'agit bien sûr d'une simple illustration stylistique, car l'adoption du monocalisme avait certainement des causes beaucoup plus complexes que décrit Jean Aigret dans la Révolution des notables. Que ce soit une question factuelle pure, comme dans l'exemple de Poisson,
ou une question mixte, la leçon est la même. Il y a une indétermination profonde dans l'agrégation des opinions et ou des préférences individuelles par le vote majoritaire. Et à mon avis, il pourrait s'agir d'un paradoxe plus troublant que celui des majorités cycliques. Tandis que la réalisation de celle-ci est apparemment assez rare, le paradoxe de Poisson se produit assez souvent. Et je vous renvoie sur ce point à des travaux importants sur les décisions des cours américaines qui démontrent en fait l'existence du paradoxe de Poisson dans les cours qui décident à plusieurs juges. Je vais conclure par quelques remarques décousues sur la troisième question que j'ai posée au début. En la supposant connue, la vérité en politique est-elle susceptible d'avoir une efficacité causale? Les dirigeants politiques et les électeurs, aussi bien que les juges, les fonctionnaires publics, se servent-ils de vérités démontrées lorsque celles-ci sont dans le domaine public comme prémisse de leurs décisions? Heureusement, la réponse est souvent positive. Il est inutile de citer d'exemples. Mais je citerai quelques contre-exemples assez polémiques, provocateurs. La négligence par les dirigeants, les cours, les associations professionnelles ou les citoyens de vérités même les plus solidement démontrées. En voici une dizaine assez disparates, c'est le moins qu'on puisse dire. Les vaccins, ce sont des vérités. Les vaccins ne causent pas l'autisme. L'autisme d'un enfant n'est pas le résultat de la haine que lui porte sa mère. La psychanalyse n'a aucune efficacité dans le traitement de l'autisme ni des addictions. Le fait de réagir vivement à une accusation n'en démontre pas la vérité. L'absence de mémoire d'un abus pendant l'enfance ne corrobore pas le diagnostic d'un abus. Il n'est pas vrai que les baisses du taux d'impôt se financent elles-mêmes par l'augmentation de la masse de revenus imposables. Le réchauffement climatique est en large mesure le résultat d'actions humaines. Le fait de ne pas avoir prévu un séisme n'équivaut pas à prévoir qu'il n'aura pas lieu. Les mariages contre consanguins risquent de créer des malformations congénitales. Et enfin, l'histoire ne se répète pas. C'est une vérité. Alors, comme vous l'aurez compris, cette liste comporte sa part de subjectivité, non seulement dans le choix des propositions, mais aussi dans la formation de leur vérité. Pour moi, par exemple, la banqueroute intellectuelle de la psychanalyse est une vérité démontrée qui sous-tend les propositions 2, 3, 4 et 5. Pourtant, il n'y a pas que moi qui le pense. Voilà un éditorial de Nature en 2009. Quiconque lit l'œuvre originale de Sigmund Freud pourrait bien être séduit par la beauté de sa prose, l'élégance de ses arguments et l'acuité de son intuition. Mais ceux qui ont une formation scientifique seront également choqués par l'abandon avec lequel il élabore ces théories sur la base d'essentiellement aucune preuve empirique, on base of essentially no empirical evidence. C'est une des raisons pour lesquelles la psychanalyse freudienne est depuis longtemps démodée. Démodée peut-être, mais non pas en France. Il n'y a qu'à ouvrir le journal parisien du matin ou de l'après-midi pour constater que les éditeurs ouvrent leurs colonnes en psychanalyste dans une mesure impensable partout ailleurs, sauf en Argentine. C'est un mystère dans un pays qui était autrefois le pays des idées claires et distinctes. Si la psychanalyse est incapable d'expliquer quoi que ce soit, sa persistance en face de la vérité est elle-même en besoin d'explication. Je ne me pencherai pas sur les autres propositions que vous pourrez méditer à votre gré, sauf la dernière. Dans la crise socio-politico-économique que vivent aujourd'hui les sociétés occidentales, on observe une ruée vers les précédents historiques. Donald Trump ressemblerait-il plus à Hitler qu'à Mussolini ou peut-être à Berlusconi? Contre ces questions oiseuses, il faut réaffirmer avec force la leçon de l'évêque britannique Joseph Butler. Everything is what it is and not another thing. Tout est ce qu'il est et pas autre chose. Et les bons historiens le savent. Pour comprendre comment les analogies partielles et superficielles dont nous provint Montaigne
sont susceptibles de mener au désastre. Le meilleur exemple est peut-être la conduite de la guerre américaine au Vietnam. Dans ce livre remarquable, Analogies at War, le politologue Yuan Kong explique comment les décideurs américains ont ignoré les sages conseils des spécialistes régionaux du ministère des Affaires étrangères, le préférant le raccourci par analogie. Et je vous en présente un échantillon délicieux, lequel, pour une fois, je ne traduis pas. Donc, le colonne gauche, c'est le nombre d'analogies utilisées par un échantillon de décideurs américains en public. Colonne de droite, les mêmes nombres d'analogies utilisées en privé. Donc, les analogies utilisées en public l'étaient sans doute pour justification d'une décision déjà prise, donc relativement innocente. Mais les analogies utilisées dans le forum privé des décideurs étaient utilisées pour prendre la décision. Et vous voyez, c'est une soupe. C'est que les spécialistes du département d'État connaissaient l'histoire, la culture, le langage du Vietnam. Mais le CIA et le département de défense voulaient faire des décisions par raccourci analogique. Donc, je conclus sur un jugement par Tocqueville qui fait écho, je pense, à la phrase de Montaigne que je vous ai citée. Après avoir considéré superficiellement un certain nombre d'objets et remarqué qu'ils se ressemblent, l'homme leur donne tous un même nom, les met à part et poursuit sa route. Les idées générales n'attestent point la force de l'intelligence humaine, mais plutôt son insuffisance. Car il n'y a point d'être exactement semblable dans la nature, point de faits identiques, point de règles applicables indistinctement et de la même manière à plusieurs objets à la fois. Autrement dit, le diable est dans les détails. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Yon, pour cette magnifique conférence. Bon, je ne vais pas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent intervenir, donc je vais parler moins longtemps que d'habitude, je vais essayer de me limiter. Bon, en définitive, je vais juste poser une question un petit peu provocatrice. En définitive, si on peut parler de vérité en politique, c'est uniquement si on a une attitude finalement qui reste foncièrement dominée par une forme d'idéal positiviste, en fonction duquel, en dehors des vérités de type évidentiel ou empirique, à partir desquelles on peut élaborer un jugement qui aurait éventuellement certains effets sur les décisions ensuite qu'on pourrait prendre, tu considères que tout va à l'encontre de la possibilité de parvenir à quoi que ce soit dans le domaine de ce qui pourrait correspondre à quelque chose comme une vérité politique. Je préfère répondre sur le champ, puisque j'aurais dû dire qu'il y a une sorte d'analogie à la vérité dans le domaine moral, c'est l'intersubjectivité. Ce n'est pas la même chose, mais je pense que, par exemple, Rawls, la méthode de l'équilibre réflexif, c'est une méthode pour arriver à l'intersubjectivité. Mais ce n'est pas, ça ne repose sur aucune idée d'une correspondance à de prétendus faits moraux, mais ça dépasse quand même le simple c'est mal puisque je le pense. C'est donc l'intersubjectivité est dans le domaine normatif, ce qu'est la vérité dans le domaine factuel. Je ne sais pas si ça te satisfait. Si, mais précisément, il me semble que la position de Rawls concernant la vérité, comme celle de Habermas aussi, est qu'il vaut mieux s'abstenir, procéder à l'abstinence épistémique, et que ce à quoi on peut optimalement parvenir, c'est en effet à des concepts comme le pluralisme raisonnable, une intersubjectivité raisonnable et pas rationnelle du reste, puisqu'il conteste la possibilité qu'on puisse véritablement avoir recours à un concept fort de rationalité,
j'aimerais bien d'ailleurs t'entendre là-dessus. J'aimerais savoir ce que tu penses de sa conception de la rationalité, parce qu'elle me semble un petit peu celle de Rawls, de la rationalité, qui me paraît beaucoup moins sensible que la tienne, justement, au rôle que peuvent jouer des choses comme les émotions, dans la manière même dont on peut accorder la raison et les raisons. Bon, mais il me semble que le point fondamental reste quand même celui-là, c'est-à-dire qu'en matière de politique, l'intersubjectivité reste quelque chose qui relève davantage de ce que de l'attitude que l'on peut avoir à l'égard de la vérité ou de ce que l'on tient pour vrai, et donc des consensus plus ou moins possibles auxquels on peut parvenir, que de la vérité elle-même. Bon, et toute la question, en effet, me semble-t-il, qui se pose, c'est si on peut espérer, dans le domaine politique, parvenir à quelque chose qui s'identifierait à ce qu'est la vérité, en effet, dans le domaine scientifique. Si je te suis bien, tu es extrêmement sceptique sur ce point. Tu as dit qu'il n'y a pas, au fond, dans le domaine de la philosophie politique normative, autre chose que, en effet, ce à quoi on peut arriver en faisant plus ou moins travailler quelque chose comme un système de cohérence, ou un système aussi éventuellement d'approximation dans la manière dont nous délibérons, mais rien de plus, rien de mieux. Bon. Est-ce que tu serais d'accord avec moi? Et donc, parce que tu penses que c'est finalement l'attitude fréquente aussi en philosophie politique, ce qui règne, c'est plutôt le mensonge, la façon dont on dissimule, l'art de la dissimulation, le système des conflits, plutôt que un espace dans lequel la vérité pourrait se déployer exactement comme elle peut se déployer dans le domaine scientifique. Bon, il y a une raison pour laquelle je n'ai pas mentionné dans ma conférence l'intelligibilité comme l'analogie dans le domaine normatif de la vérité dans le domaine factuel, en fait empirique. Et en fait, il y a plusieurs raisons. Premièrement, je m'attache beaucoup à l'observation des débats que l'on observe dans les journaux, dans les assemblées. Et je pense que, la conditionnalité, le principe d'Aristote, tirer les conséquences de la possession exprimée par une autre personne, c'est beaucoup plus souvent observé que la recherche de l'intersubjectivité. Puisque c'est grosso modo, comme l'a souvent souligné Bernard Manin, la politique, c'est polémique. Ce n'est pas la recherche de l'intersubjectivité, mais c'est de défaire la possession de l'adversaire. Et ça, pour défaire, pour subvertir la possession d'un adversaire, il n'y a rien de plus efficace que de démontrer que de ses propres conceptions découlent des conséquences qu'il nie. Mais il y a aussi une autre question plus profonde et plus philosophique, si vous voulez. L'équilibre réflexif, c'est quelque chose comme les intuitions particulières mises en système, où la mise en système conduit à éliminer certaines intuitions, comme en fait n'étant pas acceptables, et peut-être en ajouter d'autres. Mais cela peut se faire de plusieurs manières. Il peut y avoir plusieurs manières, plusieurs équilibres réflexifs à partir des mêmes intuitions morales sur des cas particuliers. Donc c'est ces deux raisons-là. Je pense que dans la pratique, la polémique, c'est polémique, la politique, c'est polémique, et aussi, même si on supposait que les personnages politiques étaient vraiment motivés par la recherche d'un accord intersubjectif, cet accord n'est pas forcément unique. Donc, tandis que la vérité, elle, est unique. Bien, bon, je te remercie. Je vais laisser maintenant donc la parole à vous tous.